Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et bonjour à tous, 20e épisode du podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Je suis avec Laurent, notre expert SAV. Moi c'est Yohan, je fais des vidéos tutos dans le domaine du SAV. Et puis aujourd'hui Laurent il va prendre cher, parce que très cher, j'ai une grosse facture pour lui. Quand est-ce qu'on facture au SAV? Mais Laurent, je suis en train de lui vendre une machine, lui facture pas cette intervention, non s'il te plaît, sinon il va pas acheter ma machine. Serait-ce une phrase entendue, dite par un commercial à un technicien? Ça sent le véhicule un peu. Hein. Mais oui, on va pas se mettre à facturer du service. Donc tu te rends compte, une intervention, là, ton intervention à 2 000 euros. Moi, je vends une machine qui coûte 250 000 euros. Alors, t'es bien gentil, mais hein, tu l'as fait gratuitement et puis on se rattrapera, t'inquiète pas, on se rattrapera. Dis donc, pourquoi t'as pas facturé la dernière intervention? Et hop, on est reparti dans cette gentille petite guéguerre commerce SAV qui est entretenue pour tout un tas de bonnes raisons, encore une fois, hein. Chacun dans son monde a des bonnes raisons, mais ça provient de mauvais résultats, c'est ça le problème. Donc la question de la facturation, en fait, elle est très profonde. Elle s'appuie sur deux choses. La première, c'est la capacité des entreprises, que les entreprises ont eu, on l'a abordé déjà dans un podcast, à éduquer avec beaucoup d'attention leurs clients à la gratuité. Ça a été un travail fait minutieusement pour que chaque client comprenne bien que le service est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on avait des grosses marges sur les équipements, donc on pouvait faire du service. Les temps ont changé, les marges ne sont plus les mêmes, la concurrence est plus rude, donc le service doit devenir rentable. Et tout d'un coup, on dit à nos clients, on est désolé, ça va pas être gratuit. Et on a des clients qui l'acceptent et des clients qui ne l'acceptent pas, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi avant c'était gratuit, maintenant il faut payer. Et puis, on a des clients aussi qui utilisent cette petite ambiguïté pour négocier. Pour dire, attends, effectivement, ils vont mettre la pression sur le commercial. Attends, je vais t'acheter une machine à 250 000, je vais pas me facturer tes 2 000 euros. Ou alors, et puis même, ils vont culpabiliser le client, le commercial. Ah bon, dans ton entreprise, on en est à 2 000 euros près? C'est pas facile derrière pour un commercial ou un technicien de gérer ce genre-là de petites attaques, entre guillemets, mais qui, le client joue sa partie, hein. Ouais. Il essaie de négocier ce qu'il peut négocier. Donc, l'enjeu ici est d'abord de poser très très clairement une stratégie sur a-t-on décidé que le SAV doit être rentable ou pas? On en a pas mal abordé dans nos podcasts. C'est quand même le cœur du réacteur. Est-ce qu'on a décidé que le SAV allait être rentable? Si on l'a décidé, alors la question de la facturation ne se pose plus. On va facturer. C'est une certitude. La question c'est quoi? Qu'est-ce que l'on va facturer? Quand et comment? Donc ça, c'est les vrais sujets. C'est exactement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'on facture et qu'est-ce qui est gratuit? Voilà. Alors, gratuit, de toute façon, rien n'est jamais gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui le paye. Donc, c'est jamais gratuit. C'est juste que c'est pas le client qui paye, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est soit l'entreprise. D'où la notion de stratégie. Qu'est-ce que l'entreprise décide d'assumer, elle, à sa charge? Évidemment, il y a le volet de la garantie, tout le temps de la garantie, effectivement, ça fait partie des règles commerciales. Pendant 1 an, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des métiers, on va décider d'assumer tout ce qui concerne les problématiques liées à l'équipement. Je mets de côté la garantie des vices cachés qui est l'établie. Et du coup, ce choix-là, commercial, hein, la durée de la garantie, c'est un choix commercial. Il y a les usages d'un métier, mais il y a aussi c'est vraiment un choix. Je vais décider peut-être de garantir 6 mois de plus que les autres. Ça va me différencier de la concurrence. Donc, je fais bien un choix d'investissement où je vais prendre à ma charge un certain nombre de choses dans un cadre contractuel que j'ai posé. Et la garantie, c'est un cadre contractuel posé. J'ai défini si je prenais en charge que les pièces, si je prenais en charge les pièces et la main-d'œuvre, les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements, et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est de l'argumentation que je vais donner aussi à mes commerciaux parce que ça va les aider à vendre. Hein. Plus notre garantie est cossue, bien pensée, très adaptée à nos clients, plus derrière, ils ont un argument de vente. Le deuxième volet, c'est que je dois passer d'un moment où certaines choses étaient gratuites à maintenant où je dois les facturer. Donc ça s'accompagne. Je dois amener petit à petit mes clients à comprendre que oui, c'est vrai que c'était gratuit dans le passé, mais ça l'est plus. Donc ça se travaille. Commercialement, ça se travaille. Quels sont les éléments de valeur que je vais apporter à mes clients qui justifient
que je vais facturer. C'est pas juste, avant je te le faisais gratuit, maintenant je te le fais payant et puis c'est tout. Ça marche pas, hein. Les clients vont résister. Il y a forcément des raisons qui doivent être construites et que le client doit comprendre. Et puis, le troisième élément, c'est comment j'accompagne mes équipes internes. Parce que cette petite guéguerre entre le commerce et le SAV doit s'arrêter. Elle doit cesser. Une entreprise qui fonctionne bien, et tous les exemples d'entreprises que j'accompagne ou que j'ai accompagné, qui fonctionnent bien, c'est quand le SAV et le commerce marchent main dans la main. Ça marche du feu de Dieu. C'est extrêmement puissant. Ça permet vraiment d'aller chercher de la rentabilité, ça fidélise les clients, etc. Donc, il faut plus que ce discours-là se produise. Pour qu'il ne se produise plus, ça veut dire que la direction de l'entreprise doit avoir décidé qu'on facture. Okay. Il ne doit pas y avoir une négociation où le commercial vient me voir et dit « Non, mais tu ne te rends pas compte, on va perdre la vente. » Ok. Si on prend le risque de perdre la vente, la question c'est pourquoi ? Pourquoi le commercial ne se sent pas en mesure de défendre suffisamment bien la qualité de notre service après-vente au moment où il est en train de vendre une machine. Il y a une vraie question derrière à aller creuser. Laurent, tu poses des questions, j'aimerais pas être celui qui doit y répondre. Et pourtant, elle est tellement fondamentale. Elle soulève derrière tout un tas de choses qu'on a laissées un peu sous le tapis, jusqu'à, je me plie encore sur quelques exemples vécus, s'apercevoir que finalement, le patron de l'entreprise est un ancien commercial qui est très 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 à l'aise sur le champ commercial, mais pas très très à l'aise sur le champ de la technique et du service. Et donc, sa lecture des problématiques, elle est uniquement sous l'angle commercial. Donc, effectivement, ça va créer des biais de décision qui vont pas être célébrés. Et donc, des tensions internes, etc. Donc oui, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de sujets qui se cachent derrière cette question. Ensuite, donc ça, on va dire c'est un peu l'angle stratégique, le cadre dans lequel on va décider au nom de ça. Vient ensuite la couche du process interne. Qu'est-ce qu'on facture? Comment on facture? Quels sont les accords contractuels qu'on a avec nos clients? Et donc, est-ce que systématiquement, quand on a une demande d'intervention au SAV, on a bien un document signé? Une commande, un rapport d'intervention signé. Si on n'a pas ces documents-là, juridiquement, on n'a rien du tout pour justifier une facturation. Rien du tout. Ce n'est pas défendable. Sauf que, il y a tout un tas de contextes dans le SAV où c'est pas si simple que ça de récupérer la commande avant l'intervention, la commande signée, j'entends, et ou de récupérer le rapport d'intervention signé. Parce qu'il y a des contextes. Il y a des endroits où la perte d'exploitation est tellement importante qu'il faut intervenir très très vite et que le client ne sait pas envoyer une commande signée très rapidement. Il ne sait pas faire. Chez lui, le process prend une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on met en face pour pallier à ça? Tout simplement, par exemple, on lui fait une proposition, il écrit bon pour accord, il signe, à condition que ce soit une personne habilitée à signer ce genre de document. Et il nous le renvoie. On fait des choses simples et la commande arrivera un peu plus tard. Le rapport d'intervention, est-ce que, mes équipes techniques ont compris que c'était systématique et qu'il n'y avait pas d'exception? S'il y a des exceptions, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on a creusé les causes pour les lever? Okay, parce qu'il ne doit pas y en avoir. On doit avoir un rapport d'intervention signé, point barre. Donc, pourquoi? Parce qu'on doit garantir le fait qu'on puisse facturer et que la facture sera bien payée. Okay. On ne peut pas facturer si on n'a pas la preuve d'une commande. Okay. Ça semble basique, hein. Le nombre de fois où SAV on n'a pas eu de commande, c'est encore assez impressionnant. Donc, pour facturer, il faut un document écrit. Donc ça, c'est la partie process, on va dire. Puis bon, bien sûr, il y a d'autres petites choses qui sont derrière, mais je reste un peu en surface pour l'instant. Et puis ensuite, il y a la question de la traçabilité de ce que l'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on facture doit se justifier. On ne peut pas facturer tout et rien. Donc il y a les engagements qu'on a pris, on les retrouve en général dans la commande, mais dans le SAV, on a plein de surprises. Il y a plein de choses qu'on découvre sur place. On pensait que c'était telle et telle partie de la machine, c'en est une autre. On pensait que c'était telle et telle pièce, c'en est une autre. On pensait que c'était tout petit, finalement c'est très gros, c'est très grave. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour ajuster la commande en temps réel? Donc, refaire un devis, refaire une proposition, la faire valider. On le fait sur place, on le fait avec un aller-retour, donc des coûts supplémentaires.
Tout ça, ça se pose, ça dépend du client, ça dépend du contexte. Les heures que l'on a passées, comment elles se justifient? Imaginons, je reprends un ou deux cas concrets. Je suis client, j'ai le technicien Paul qui arrive, il met 2 heures. J'ai le technicien Jacques qui arrive, il met 8 heures. Pour moi, de ma lecture de client, c'est la même chose. C'est le même sujet. Et je ne comprends pas qu'on me facture une fois 2 heures, une fois 8 heures. Comment pourrais-je le comprendre? Comment pourrais-je le comprendre? Si c'est pas accompagné, si c'est pas expliqué, sachant qu'on en revient à un sujet qu'on a déjà abordé dans un podcast, qui est comment j'assume ma part de responsabilité. Parce que, est-ce que le deuxième technicien qui arrive et qui met 8 heures, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment formé et en apprentissage? Auquel cas, s'il est en apprentissage, c'est à moi d'assumer cet apprentissage. C'est moi qui dois investir. C'est pas le client. Après, d'un commun accord, je peux en discuter avec mon client et voir s'il est prêt à accepter une partie de ça. Mais c'est quand même à moi d'assumer. C'est pas au client. Mais pour ça, il faut que je comprenne pourquoi il passe 8 heures. Est-ce que c'est uniquement ça? C'est uniquement une question de compétence? Ou est-ce qu'il y a d'autres sujets? C'était plus complexe, il y a des éléments aléatoires qui sont apparus, il y a de l'outillage qui n'est pas forcément tout à fait adapté, il y a un client qui n'a pas laissé la machine disponible comme il aurait dû, il y a des éléments avant ou après, en amont ou en aval de l'équipement qui jouent un rôle. Enfin, à chaque fois, il y a des niveaux de complexité qu'il faut creuser. C'est jamais aussi simple que le client le présente. Okay. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc ce travail-là doit être fait pour avoir une traçabilité de ce qu'on facture et pouvoir justifier ce que l'on facture. Tout est facturable si et seulement si ça correspond à l'accord qu'on s'est fixé avec le client. Qu'il soit implicite ou explicite, qu'il soit clair ou non clair, mais ça doit correspondre à la promesse qu'on fait. Logique, hein. Il y a aussi le cas où le technicien est en intervention et le client lui dit « Ah, tu pourras regarder à ça. Ouais, vas-y, je regarde. » Et je te le fais. Et là, ouais, je comprends que sur place, ça peut être super compliqué à gérer. Est-ce qu'il y a des modèles de facturation qui sont plus acceptés que d'autres? On voit de plus en plus des contrats de maintenance où sur l'année, chaque mois, tu vas payer tant. Et dans ce contrat, t'as, je sais pas, les mises à jour, les pièces et puis 3 interventions. Des abonnements, ce genre de choses. Tu peux nous en présenter quelques-unes que tu connais? Oui, bien sûr. Le cheminement pour un fabricant, pour un distributeur ou pour un loueur, c'est de faire en sorte que le client contractualise un maximum de choses. Pourquoi? Parce que ça met tout le monde en confiance et en situation d'anticipation. Plus je mets en place d'éléments contractuels avec un client, plus je sais à l'avance ce que je vais devoir faire, quand je vais devoir le faire, pourquoi je vais devoir le faire, ce que ça apporte comme valeur au client, etc. Donc c'est facile. La facturation derrière, elle est relativement simple. J'ai juste à tenir mes engagements. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai rencontré des clients où des contrats étaient signés et les entretiens n'étaient pas faits. Et donc n'étaient pas facturés. C'est un peu dommage quand même. Donc là aussi, c'est comme on pilote, comment on suit. Quand on met en place des contrats, il faut les piloter. La deuxième chose, c'est que un contrat doit correspondre à une réalité. Très, 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 très souvent, les entreprises font des contrats qu'elles savent faire. Et non pas des contrats dont le client a besoin. Ce qui n'est pas toujours aligné. Pas toujours C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par un contrat que tu sais faire? Je connais ma machine. Je sais à peu près quand elle risque de tomber en panne. Je sais quel genre d'entretien il faut faire. Je vais donc proposer un contrat d'entretien à mon client qui va inclure telle visite, tel vidange, telle pièce à changer, telle vérification, etc. Sauf que mon client, lui, mon client A va utiliser la machine 2000 heures dans l'année, mon client B va utiliser la machine 25 000 heures dans l'année. C'est un peu excessif. Disons, dans des ordres de grandeur qui peuvent être très différents. Eh bien, face à ça, l'entretien n'est pas le même. Mon client A a des opérateurs extrêmement formés, très pointus, qui adorent mettre les mains dans la machine. Mon client B a des opérateurs qui changent tous les 6 mois et qui ne veulent même pas entendre parler de technique. Est-ce que je dois proposer le même contrat d'entretien? Évidemment que non. Évidemment que non. Dans un cas de figure, ça va être relativement light parce que j'ai en face un client avec des techniciens très, très, très engagés, très, très experts. De l'autre côté, il y a du turnover, il y a de la formation à faire. Donc ça veut dire que dans mon contrat, il doit y avoir de la formation.
Il faut monter en compétence ces nouveaux opérateurs qui arrivent et qui changent en permanence. Il doit y avoir de l'assistance téléphonique plus importante parce qu'ils vont avoir plein de pépins. Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que c'est des tutos? Est-ce que c'est de la documentation? Est-ce que c'est des FAQ? Encore une fois, on revient à ces questions-là. Comment j'aide? Et c'est pas du tout le même contrat. Et on est toujours pourtant dans une logique d'entretien. Mais c'est pas du tout le même contenu. Donc le contenu dépend du contexte de mon client et de ce qui a de la valeur pour lui. Toujours. Donc, il faut arrêter de faire les contrats qu'on sait faire. Il faut commencer à réfléchir aux contrats dont les clients ont réellement besoin. Le deuxième élément qui est associé à ça, c'est que c'est très compliqué de vendre un contrat qu'on sait faire dont le client n'a pas besoin. Souvent, j'entends des commerciaux, des techniciens me dire oui, alors surtout les techniciens, on dit oui, voilà, maintenant on voudrait que je vende des contrats, ce qui est très bien, parce qu'effectivement c'est un bon choix, mais là aussi ça s'accompagne, on pourra en faire un sujet. Mais les clients n'en veulent pas. Évidemment. Si ce ne sont pas des contrats dont ils ont besoin. Le cas le plus fréquent sur le préventif, c'est pourquoi je payerais alors qu'il ne se passe rien. J'ai pas de panne. Oui, mais en fait, tu n'as pas de panne parce qu'on fait l'entretien. Oui, mais ça, tu sais pas me le démontrer. Okay, si je faisais pas l'entretien, je vois bien que j'ai déjà fait dans le passé, dans d'autres entreprises. Pendant 2 ans, 3 ans, je faisais pas l'entretien, on n'avait pas de panne. Hein. Oui, sauf que quand la panne arrivait, elle était assez costaud. Et il y avait des conséquences. Donc, c'est toujours encore une fois une question de contexte. Ouais, désolé, je te coupe, mais du coup, dis-moi comment je peux prouver factuellement à mon client que si je fais pas l'entretien, ça tombe en panne. Comme ça. Alors, la première question, c'est est-ce qu'un équipement qui ne tombe jamais en panne, ça existe? Si quelqu'un en a conçu un, c'est bien, il va faire fortune sur le marché. Les équipements qui tombent rarement en panne, qui sont robustes et solides, ok, ça existe, mais à un moment donné, arrivera une panne, arrivera une problématique. On peut éviter la panne si on anticipe énormément de choses. Et on est dans un monde qui tend de plus en plus vers ça. En tout cas, quand il y a des enjeux de production importants, où chaque heure d'arrêt de production coûte extrêmement cher, il y a des enjeux là à ce que la panne disparaisse. Donc on peut anticiper, on peut changer des éléments stratégiques, des éléments critiques, plutôt, à des dates régulières pour éviter que la panne arrive. On peut se structurer pour. Mais ça demande quand même de la structure. Et donc on retrouve bien la question des contrats, de l'engagement qu'on va prendre avec un client. Comment on prouve à un client que l'entretien est efficace? Allez, je vais donner deux lignes directrices. La première, c'est comment je suis mes équipements. Comment je suis capable de démontrer que je pilote, je maîtrise l'usure d'un équipement, des différentes pièces qui la composent, de l'association de ces différents sous-ensembles les uns avec les autres, des mises à jour, quand il y a des automates ou de l'informatique derrière, comment tout ça, je sais démontrer factuellement ce que ça apporte. Pourquoi on le fait? Pourquoi on fait de l'entretien? Revenons au basique. Pourquoi on fait un entretien? Parce qu'il y a l'usure. Qu'est-ce qui se passe si on laisse faire cette usure? Que ce soit une usure électronique, une usure mécanique, une usure de la chimie de l'huile, etc. Qu'est-ce qui va se passer si on laisse faire? On les connaît les conséquences. Hein. On sait qu'au bout d'un certain nombre d'heures, on va avoir tel et tel problème. Ok, quel est l'impact de ce problème chez ce client-là dans son contexte? C'est quoi l'impact? Cet impact va être décrit, c'est un arrêt de production, c'est une machine qui part en vrille et tout un tas d'autres pièces qui vont s'abîmer, c'est de la livraison qui ne se fait pas. Ce client-là ne livre pas ses propres clients, ne tient pas ses propres engagements. Très bien. Est-ce qu'on sait chiffrer ça? Quel est le coût de ça? Il faut aller jusque-là. La conversation avec les clients doit aller jusque-là. Pourquoi? Parce que si j'ai ces informations-là, je sais expliquer que le fait d'entretenir, ça évite toutes ces conséquences-là et donc l'impact financier. Souvent, l'impact financier est assez élevé par rapport à un coût d'entretien qui va coûter quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros selon la typologie de machine. Quand on ramène au ratio, c'est ridicule. Hein. Souvent, c'est très très bas. Ouais. Ça semble beaucoup quand je paye mon contrat, mais c'est très peu à l'égard des conséquences que ça évite. Donc, si on n'a pas eu cette conversation-là, on ne sait pas le faire. On ne sait pas démontrer que le contrat d'entretien sert à quelque chose. Et puis, je donne une deuxième ligne directrice, c'est quel est l'historique que j'ai quand mes machines sont présentes depuis longtemps, que je sais si je pilote, si je mesure ce que je fais, si je sais combien d'interventions je fais, si je sais quel genre de dépannage je fais, à quel endroit, quel type de pièce,
quelles pièces je dois changer régulièrement, comment je gère l'obsolescence de certaines pièces, comment je gère les mises à jour quand il y a du logiciel ou de l'automate. Si j'ai cette historique-là, je sais le poser dans des contextes spécifiques, famille de clients par famille de clients, encore une fois, j'en connais les impacts et que je sais le chiffrer, je commence à avoir une structuration qui me permet d'expliquer comment mon contrat a de la valeur. Et je trouve que ce qui intervient énormément aussi, c'est la vision court terme ou long terme du client ou même de soi-même. C'est-à-dire qu'à court terme, j'entretiens pas, ça me fait du temps en plus, et puis de toute façon, il se passe rien. Par contre, à long terme, le truc est complètement foiré, a perdu de la valeur, je le revends moins cher, et puis j'ai eu beaucoup plus de panne. Mais il y a beaucoup de gens, ils pensent pas à long terme. Et moi, j'ai un exemple. J'aime bien poser des questions dont je connais déjà les réponses, mais mon père est éleveur laitier, il a un robot pour traire ses vaches, et avec ce robot, il a un contrat de maintenance qui paye, je sais plus, voilà, enfin, je sais pas, mettons 5000 €, et il dit oui, je paye ce contrat de maintenance, mais alors c'est génial, parce que dès qu'il y a une mise à jour, ils viennent la faire, dès qu'il y a une nouvelle pièce qui arrive sur les nouvelles générations de robots, alors que son truc, il a 10 ans, il se prend la nouvelle pièce sur son robot à 0 €, ou alors il paye que le déplacement, je sais pas quoi, et il y a son collègue dans le même village, il a un robot d'une autre marque, mais même principe, il a un contrat de maintenance, mais lui, il a pas voulu le prendre. Oui. Et l'autre jour, le gars hurlait parce qu'il y a eu une mise à jour qui était obligatoire, et sauf que la mise à jour, c'était 5000 €. Oui. Et il a pété un câble, ouais, c'est cher, machin. Et mon père, comme un petit malin, il lui a dit, bah, tu vois, moi, je paye le contrat de maintenance, et ouais, je paye 5000 € par an, mais ils me l'ont changé, mon truc. Et l'autre ne voulait pas payer le contrat de maintenance parce qu'il avait déterminé que c'était trop cher, et que machin, et que, bah, voilà. Du coup, il s'est quand même tapé un truc à payer. Alors que s'il avait pris son contrat de maintenance, en effet, il aurait été peinard, il aurait rien payé, on va dire, moins payé en tout cas. Donc c'est vraiment l'exemple du truc où la vision court terme, bah ouais, j'économise mon contrat de maintenance et pendant 2 ans je suis peinard, sauf qu'à la 3e année il y a une mise à jour et je lâche un billet astronomique et je suis pas content. Et je trouve ça c'est vraiment important aussi. En fait, dans ce que tu décris, j'entends 2 ou 3 petites choses. Ça parle de, il y a une question culturelle. Là, je sens que dans le deuxième cas de figure, on a un client qui a été habitué à la gratuité, quelque part. J'entends ça. J'entends également que il y a une question de rapport à l'assurance, au risque. C'est-à-dire, dans un cas de figure, je paye parce que je veux couvrir les risques. Dans l'autre cas de figure, je verrai bien si le risque arrive. Donc, notre relation au risque est pas la même. La relation de ces deux clients-là au risque est pas du tout la même. Et ça, je dois en tenir compte quand je construis mes contrats. On voit bien qu'on a bien 2 segments là, de clients qui sont différents. Et si je les aborde avec le même contrat, évidemment que ça ne marche pas. Ils n'ont pas le même rapport au risque. Donc c'est absurde de les aborder avec le même contrat. Parce que même dans le cas que tu décris, même avec le fait qu'il ait eu ce problème-là, qu'ils doivent payer très cher là tout de suite, c'est pas pour ça que derrière il va prendre le contrat. C'est pas si simple. C'est pas parce qu'il a un vécu désagréable qu'il va dire bon allez, je veux plus m'embêter, je prends le contrat. Non, c'est pas si simple. Et donc on voit bien que là il y a un contrat unique pour 2 familles de clients qui sont pas du tout là, mais je cite que 2 points d'appui. Il y en aurait d'autres à creuser. Donc ça c'est la première chose. Et puis l'autre point que je voulais aussi souligner dans ce que tu dis, c'est le rapport au cher. Si quelque chose n'a pas de valeur, 1 € c'est trop cher. La question de la valeur perçue, elle est fondamentale. Donc, pour facturer, il faut bien qu'en face, j'ai un interlocuteur qui comprenne la valeur de ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait. Mais c'est mon job de l'aider à comprendre la valeur. Ça fait bien partie de ce que moi, je dois faire. Et ce travail-là, il se fait en amont. Il se fait avant la facture. Ouais, c'est pas quand la facture arrive. Que la facture, elle sert elle doit pouvoir s'appuyer sur des éléments de valeur qu'on a posés avant. C'est vrai que la valeur est très importante et ça me parle parce que moi quand je fais de la prospection je pose beaucoup de questions pour comprendre les enjeux parce que moi ce que je vends, les gens souvent ils ne voient pas la valeur parce qu'ils vivent déjà sans et ils s'en sortent. Et à chaque fois il faut aller gratter pour leur dire mais dans ce cas là comment ça se passe, je passe 3 heures au téléphone chaque semaine, mais ça demande un travail de questionnement et tout. Il faut le prendre ce temps là qui est super important pour réussir à conclure l'affaire, on va dire. Transition, j'ai vu un post sur LinkedIn, je crois hier, d'un technicien. Il va dans le travaux public en intervention.
Il fait le tour pendant 2 heures de la machine parce que le gars avait un voyant rouge, problème de pression hydraulique, je sais pas quoi, allumé. Et il se trouve que, en fait, c'était la prise d'un capteur qui était débranché. Alors moi je lui ai commenté, ça c'est vraiment la panne à la con pour moi. Même s'il n'y a pas de panne à la con, mais c'est le truc qui est débranché. Il l'a rebranché, problème solutionné. Alors je te dis 2 heures, j'en sais rien s'il a passé 2 heures en fait. Mais bref. Et je sais pas si le client a payé ou je sais pas quoi. Mais dans ce cas-là, moi je vois bien, j'arrive chez le client, son truc est débranché, je lui solutionne en 5 minutes, mais faut qu'il paye mon intervention. Et je le vois bien dire, je vais pas payer, c'était juste un truc qui était débranché, tu te fous pas un peu de moi? Exactement. Et on retrouve la question de la valeur qui est très forte. Alors, c'est ce que tu décris, je l'ai vécu aussi dans le passé, où un de mes techniciens est intervenu et il a questionné le client très en détail. Il lui a posé vraiment beaucoup de questions au téléphone. Il lui a demandé s'il avait bien vérifié que donc c'était sur des équipements de machine-outil, qu'il avait bien vérifié si le bouton d'arrêt d'urgence n'était pas enfoncé, si. Il arrive sur site, il fait faire un quart de tour au bouton d'arrêt d'urgence et la machine repart. Le client était furax. Non, mais tu te rends compte, parce qu'évidemment, il y avait tout le déplacement, il y avait quand même, on facturait quand même au minimum 1 heure d'intervention dans ces cas-là. Donc le client était furax. Mais quand on a dégonflé la chose, il n'était pas furax contre le technicien, il était furax contre lui-même. Oui. Contre le fait que la personne qui a appelé a dit oui à tout, sans aller vérifier. Donc en fait, il se retrouve à devoir payer pour une incompétence interne. Alors je mets incompétence entre guillemets, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la peine de. Donc le sujet là qui est derrière, c'est qu'à un moment donné, la notion de service et la notion de service après-vente, et là alors là on souligne une ligne stratégique fondamentale pour moi de SAV, c'est de décorréler la notion de service du temps passé. Et là il y a on en parlait il y a pas longtemps. Dans mes approches, quand j'accompagne les entreprises, on travaille ce sujet-là très en profondeur. Parce que si on laisse le SAV coller à la notion de temps passé, ça veut dire que chaque heure a la même valeur. Ce qui n'est pas vrai. Chaque heure n'a pas la même valeur, selon qui j'ai envoyé, selon le contexte, selon les impacts du problème qui est derrière. Ça n'a pas du tout la même valeur. Donc là, il y a un travail de fond. Hein, et le petit quart d'heure qu'il a passé à résoudre un problème hyper simple, ou il a passé très longtemps pour un truc où il faut juste rebrancher. Oui, mais en attendant, ce que paye le client, c'est pas le temps, c'est la capacité de ce technicien, de cet expert-là, à trouver le bon endroit. Où est le vrai problème? Même si le problème est extrêmement simple, mais il faut quand même une capacité de diagnostic, d'analyse, de cheminement qui amène à dire « Ah, il est là le vrai problème ». Moi, j'ai un deuxième axe, c'est aussi d'être capable d'assumer ses erreurs. Tu sais, moi, j'ai déjà eu affaire à un client par téléphone en colère. Il m'appelle en colère, la machine ne veut pas se mettre en route. Donc, quand l'orage est passé, on peut commencer de faire un diagnostic en lui disant « commence par là, machin ». Et ça dure parce que... à un moment, je dis, mais c'est pas possible. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc, soit il n'y a plus de batterie, soit votre câble n'est pas branché, soit votre bouton d'arrêt n'est pas tourné. J'ai vérifié. Et le mec était à 7 heures de route de chez moi. Donc, moi, j'insiste. Il m'engueule encore plus, littéralement. Je dis, mais la prise. Vérifiez la prise. Et là, silence. Et j'entends bip bip. Et donc, 1 heure de téléphone, souvent à se faire engueuler. Le mec n'avait pas vérifié la prise. Et quand il l'a branché, en fait, manque de peau, moi j'ai entendu parce que le truc s'est mis en route. Et je me suis fait engueuler encore plus. Parce que le mec, en fait, il était frustré d'avoir fait l'erreur. Et du coup, il voulait pas assumer son erreur. Yes. Et il m'a encore plus engueulé, il m'a raccrochonné. Ouais. Et là, tu as 2 problèmes fondamentaux. 1, tu as passé un très mauvais moment. Alors que tu n'es pas responsable spécifiquement de ça. Et 2, ce temps-là n'est pas facturé. Ah bah là, oui, tu as tout gagné. Donc, et en plus, je pourrais même rajouter 3, on a un client qui reste en colère et qui ne va pas garder un bon souvenir de ce moment-là, ce qu'il a passé là comme moment. Donc les effets derrière ne vont pas être super positifs.
Donc la question, tu vois, là tu soulèves un cas très concret de dire finalement comment ça n'arrive pas. Parce que quand on a vécu ça, encore une fois, c'est pas l'événement qui compte, c'est ce qu'on fait quand l'événement arrive. Là, imaginons que tu es dans mon équipe, j'ai un de mes techniciens qui vient de vivre ça. Là, on doit se poser. Et on doit repartir en analyse. Ok, qu'est-ce qui a amené à cette situation-là? Côté client, en interne, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et comment on peut détecter plus tôt que le client finalement ne sait pas très bien manipuler sa machine? Quand on a un problème d'alimentation, ne pas vérifier juste qu'il y a une alimentation électrique, si on a un tout petit poil de technique, on se dit quand même c'est relativement simple à faire. Okay. Tout le monde l'a vécu dans son informatique, hein. Les débuts de l'assistance informatique ou la box. Vous l'avez débranché, rebranché, débranché, rebranché. On ne te l'a pas demandé 5 fois, c'est qu'on ne te l'a pas demandé. Et ça, il n'y a rien de plus agaçant pour l'utilisateur, hein. Mais en même temps, si on se place de l'autre côté, on peut comprendre. Parce que si, c'est les premiers éléments à avoir vérifié. Est-ce qu'il y a une alimentation électrique? Donc, comment on amène en fait l'utilisateur à vérifier ça? Et là, il y a de la méthodologie. En fait, il faut savoir prendre le client pour l'amener à faire des choses simples. Quand il est en colère, parce que il produit pas, etc., si on n'a pas géré l'émotion d'abord, on peut rien lui faire faire, rien du tout. Donc, il faut que celui qui est au téléphone sache faire redescendre l'émotion. Une fois qu'on a fait redescendre l'émotion, il faut qu'il sache l'amener à faire ce qu'il doit être fait pour enlever les cas les plus simples, les petites choses les plus simples. Mais ça dépend de ma connaissance du client, de mes capacités en tant que technicien, de ce que je vais pouvoir faire au téléphone, etc. Donc, tout ça, ça se travaille en amont. Donc, le problème arrive, j'analyse et je corrige. Je mets en place, je vais former un peu plus mon technicien, on va définir un petit protocole de questionnement, on va le former à gérer ses émotions fortes, et ainsi de suite. Enfin, tout ça, ça se travaille. Derrière, on a quand même aussi un client qui est frustré parce que il sent bien que ça le valorise pas d'avoir gueulé au téléphone, d'aller vérifier la prise, de rebrancher et que ça marche. Lui, dans sa tête, je vais pas le dire, mais il passe pour quelqu'un de pas très fiable. C'est ça. Ok. Donc c'est un vrai sujet derrière, et cette sensation-là, il a pas envie de la revivre. Et il va estimer que c'est à cause du technicien qu'il a eu au téléphone qu'il vit ça, alors que c'est pas ça du tout, c'est pas du tout la réalité. Mais c'est comme ça qu'il va le vivre. Et le technicien, de l'autre côté, est hyper frustré parce qu'il s'est fait engueuler pour rien. En tout cas, c'est ça son vécu. Je me suis fait engueuler pour rien. Et je vois dans le cas où tu envoies la facture, parce que tu factures tes appels téléphoniques, à mon avis, là, c'est la guerre. Elle est pas en train de payer celle-là. Hein. Voilà, c'est reparti, quoi. Et il y a un dernier point à aborder, il y a un truc que j'entends souvent, mais j'en suis pas convaincu, c'est que facturer au SAV, c'est aussi la manière de valoriser le métier, les compétences du technicien, machin. Est-ce vrai ou pas? Bah bien sûr. C'est évidemment vrai. Comment, dans une entreprise où on sait tous que l'entreprise doit gagner de l'argent pour pouvoir se développer. Si elle gagne pas d'argent, elle peut pas se développer. Donc, à partir du moment où on a ça, comment, si moi je suis au SAV, que le travail que je fais n'est pas facturé, la façon dont on me traite n'est pas valorisante, les commerciaux perçoivent des commissions sur les ventes. Moi, quand je vends des pièces ou quand je conviens un client de prendre un contrat d'entretien, je touche rien ou pas grand-chose. Je fais beaucoup de gratuité et je prends la foudre tous les jours. La question de la valorisation, quand même, elle se pose. Hein. Elle est quand même présente. Et pourtant, elle n'est pas très fréquemment abordée. Elle l'est un peu plus. Hein. Ça a tendance à évoluer, heureusement. Mais malgré tout, ça reste quand même très fréquent. Donc oui, le fait de dire facturer les clients sur des prestations de services, c'est valorisant pour les équipes. C'est important de le dire, mais c'est important aussi d'accompagner les équipes elles-mêmes. Parce que autant un technicien est capable de dire je me sens pas valorisé, autant il va dire, et on en revient au paradoxe du SAV, ah non mais moi je facture pas l'heure, là, il est pas hors de question, c'est une forme du service. C'est vrai. Voilà, paradoxe encore une fois du SAV. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que j'accompagne mes équipes à accepter de facturer. Okay. Et que je fasse moi le lien, en tout cas je les aide à faire le lien entre le fait de facturer et le fait que ça valorise ce qu'ils font. Et il suffit pas de le dire pour qu'ils le comprennent. Hein. Là aussi ça s'accompagne un peu. Donc c'est un point clé, c'est un point important puisque si les gens ne se sentent pas valorisés, ils restent pas.
Et ouais, et ça, on y reviendra. Ouais. Parce que gros sujet encore qu'on a déjà un peu abordé. Donc, encore une fois, ça se fait pas n'importe comment la facturation, mais Ouais. ça se fait. Et ça vaut le coup. Ah, c'est clair. Il en va de la rentabilité de l'entreprise. C'est ça. Allez, merci à vous pour vos écoutes. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne Bonne semaine. semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!